ce soir. Sans aucune transition. Aucune transition. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que tu restes avec moi pour la présentation? Parce que j'ai l'impression que quand on en discutait, tu avais une bonne appréhension du côté historique, des faits historiques sur lesquels s'est basé le film. Bah ok, bah pourquoi pas, je vais rester sur scène, il n'y a pas de Faisons soucis. ça. Mais alors, par curiosité, combien d'entre vous avaient déjà vu le film avant cette diffusion? Ah, quand même pas mal, oui. Ah oui. Mais non, c'est un film que je pense qui est assez important dans l'histoire du cinéma. Déjà parce qu'il est considéré comme un des premiers, enfin, des pierres angulaires de ce qu'on a appelé la nouvelle vague du cinéma sud-coréen. C'est pas techniquement le premier des films de cette génération qui a appartenu à cette vague, mais c'est le premier qui a vraiment, comment dire, qui a été internationalement reconnu, on va dire. Il a été fait en 2003. Alors, bien sûr, c'est pas le premier film de Bong Joon-ho. Il a fait Barking Dog qui était en 2000, si je ne m'abuse. Mais c'est le premier film en fait de cette génération qui a à ce point connu une reconnaissance internationale. Et je vois un t-shirt Axolot juste devant au premier rang et ça m'a perturbé. C'est vachement bien, très bonne référence. Et c'est dans la foulée de ce film que, en fait, énormément déjà de polars sud-coréens sont sortis. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'émulation qui a porté toute une vague. Bien entendu, toute cette génération n'a pas produit des polars, ils se sont amusés avec les codes de plein de gens différents. Mais ça a quand même, j'ai l'impression, initié quelque chose. Et donc, c'est basé sur une histoire vraie, sur des crimes qui ont été commis au milieu des années 80 en Corée du Sud. Oui, bah voilà, c'est ça en fait. Enfin, moi je me suis un peu renseigné du coup, juste après avoir vu le film que j'ai vu il y a pas longtemps. Et du coup, en fait, c'est une track en fait qui a duré de 86 à 91. Donc là, en fait, on a l'impression que c'est assez rapide. Bon, après, c'est évidemment très inspiré, hein, c'est pas du tout adapté de ce qui s'est vraiment passé, puisque par exemple l'histoire du pansement avec la victime, c'est pas du tout ce qui s'est passé en vrai. Mais, et donc en fait, ça a mobilisé 300 000 policiers, vraiment quasiment toute la Corée en fait, s'est mis vraiment à la traque de ce meurtrier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de morts que ce qui est montré à l'écran. Je crois que pour le film, il y en a 5 à peu près. Je crois qu'en vrai, entre 86 et 91, genre, il y en a eu genre, plus d'une vingtaine en fait. Et ils étaient tous situés dans un rayon de 2 km en fait. Et ils n'ont jamais réussi à retrouver ce mec. Donc voilà, donc c'était quand même une histoire assez incroyable. Donc je pense que c'est pour ça que le mec a voulu vraiment se pencher là-dessus. Et après, et en faisant... Non, je ne voulais pas, avec mon langage corporel, t'interrompre. J'étais en train de finir une phrase. D'accord, et après, j'avais pas d'autres trucs à ajouter. Après, c'était surtout que ce film il est très intéressant parce que ça montre vraiment une photographie de l'époque, de ce que c'était la police. À l'époque, c'était juste après du coup, la fin du régime dictatorial de la Corée. Donc en fait, les policiers sont tous un peu désarçonnés. On le voit avec par exemple l'ADN à la fin, où les mecs ils sont obligés de faire comment dire ça, de transmettre aux États-Unis pour avoir les résultats. Donc au final, ils ont tous très peu de moyens. Donc c'est aussi quand même une très bonne photographie de ce qu'était la police à l'époque, pareil, où on voit que les mecs, ils sont prêts à torturer des mecs juste pour boucler l'affaire, en fait, genre, quitte à à accuser un innocent. Et donc du coup, au-delà de toute la trame de ce qu'est le film, voilà, c'était mon petit point de vue historique. Je te laisse terminer, François. Absolument. Mais ouais, quand Bong Joon-ho a commencé à bosser sur ce film, en fait, il s'est vraiment laissé happer par ce fait divers. Et en fait, toutes les recherches qu'il a faites autour du film pour écrire son scénario, en fait, il s'est complètement immergé dedans. Et il y a une bonne interview dans le dernier SoFilm, le magazine, où il raconte justement ça. Il dit qu'il pensait qu'il allait résoudre l'enquête. En fait, il s'est complètement laissé enfermer dans une sorte de spirale, quitte à devenir complètement parano sur le tournage, où dès qu'il y avait quelqu'un qui se pointait sur le tournage qu'il ne connaissait pas, il devenait complètement fou. Il pensait que c'était le serial killer ou quelqu'un qui était envoyé par le serial killer et qui allait lui faire la peau. Donc il y avait vraiment un côté immersif très intense, et je pense que ça rejaillit vraiment sur le film. Généralement, toute l'histoire qu'on voit derrière les films, toute la manière dont ils ont été créés, d'une manière ou d'une autre, ça rejaillit sur une forme d'énergie qu'on peut ressentir dans ces films. Et ce film, vous en conviendrez, j'imagine, déborde d'une énergie qui est vraiment propre à Bong Joon-ho. Parce qu'il a son importance historique par rapport à ce dont j'ai parlé juste avant, mais aussi en tant que film, enfin, filmiquement, c'est une petite tuerie. Et j'ai pas encore vu Barking Dog, le tout premier de Bong Joon-ho, mais de tous les autres que j'ai vus, il y a vraiment une grande cohérence dans son style. Déjà, une manière, en fait, il y a deux choses que je retiens. Déjà, sa mise en scène qui est virtuose. Il y a un truc qui, généralement, surtout dans le cinéma contemporain,
qui m'obsède, sur lequel je bloque souvent, c'est la gratuité en fait dans le montage quand on passe d'un plan à un autre. Généralement, quand on va, je sais pas, filmer un champ contre champ ou une action tout bateau, la plupart des films ne vont pas se contenter de montrer le truc, choisir un angle, s'y tenir, ou en fait se tenir à un parti pris unique. Ils vont juste filmer ça sous, on va dire, je sais pas, 7-8 angles, et ensuite au montage, montrer autant d'angles qu'il faudra pour dynamiser le truc, vraiment, et montrer, créer un rythme factice après, a posteriori. Dans le pire des cas, c'est ce à quoi ça ressemble. Et en fait, Memories of Murder et à peu près tous les films de Bong Joon-ho font partie de ces films qui sont très très satisfaisants à ce niveau, en ce qu'ils n'ont pas de plan superflu, en fait. Où chaque plan dit quelque chose, techniquement. On le voit particulièrement dans Memories of Murder parce qu'il y a énormément de plans séquences qui sont ultra virtuoses, vraiment. Est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube qui s'appelle Every Frame a Painting? Levez la main, oui, oui. Mais vous êtes des cinéphiles avertis, ça fait plaisir. Non, c'est... D'ailleurs, il fait plus de vidéos, c'est chiant. Mais il a fait une vidéo sur Memories of Murder qui est très intéressante, où il appelle ça Ensemble Staging, où il montre dans quelle mesure en fait, on peut complètement s'extraire du champ contre champ, ou de montrer un truc très techniquement, quoi. Là, il y a beaucoup de scènes qui sont montrées juste sur des plans séquences, sur le fait de montrer absolument tout, les personnages dans le champ, mais en chorégraphiant en fait les scènes de telle manière à ce que ça soit extrêmement lisible à l'œil. Il y a le premier plan séquence en fait, par exemple quand ils sont sur la scène de crime, là qu'on voit le tracteur qui passe sur la trace et tout, et c'est là qu'on se rend compte à quel point juste ils sont complètement dépassés par les événements. Et il y a ce running gag du mec au loin qui tombe en dévalant juste la petite pente. Moi ça me fait mourir de rire ce running gag. Ça vous fait mourir de rire? J'ai la braguette ouverte? Non, c'est ça. Et voilà, c'est drôle. Parce que c'est aussi tourné en plan séquence. En fait, s'ils avaient par exemple cuté sur le mec qui se casse la gueule en mode peut-être regardez, je suis sous la chute, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que le plan séquence, par exemple, sur ces deux chutes simultanées, souligne le côté désuet. Parce qu'en amorce, on a juste le personnage principal qui est en train de marcher de dos, et au loin, juste on voit une petite figure qui se pète la gueule de manière complètement nulle. En fait, c'est un peu comme le coyote dans Bibi le coyote qui tombe au fond du précipice, et on voit juste un petit pouf de merdique au fond du ravin. Et là, c'est à peu près la même chose. Donc, ça renforce en fait toute la démarche humoristique, mais ça renforce aussi tout le côté spirale des événements. Parce que je ne vais pas vous la faire en mode oui, André Bazin a dit que quand on coupe pas, c'est un plan séquence qui souligne la réalité des choses et c'est plus proche de la réalité, machin. Bon, je viens de vous la faire, mais c'est à peu près aussi, c'est le ressenti qu'on a. Parce que quand on est sur un plan séquence et qu'absolument tout est chorégraphié, il y a une sensation de réalité qui s'installe parce qu'il n'y a pas la possibilité en fait de couper sur un autre plan, on ne s'échappe pas via la coupure, on ne peut pas tricher, le film ne peut pas tricher via une coupure. Donc le plan séquence renforce cette spirale en fait, de l'inéluctable auquel sont confrontés les personnages tout le long du film, parce qu'ils sont complètement dépassés par les événements, jusqu'à cette fin qui est ultra poignante, comme vous l'avez vu, et comme vous l'aviez déjà vu, pour celles et ceux d'entre vous qui avaient déjà vu le film avant. Et c'est ça qui est bon avec Bong Joon-ho, c'est qu'il a un sens du dosage qui est vraiment, c'est de la maestria, quoi. À la fin, on a affaire à une symbolique, notamment, qui pourrait être vraiment poète, pour reprendre ce terme très technique, je trouve, mais qui est vraiment amené avec beaucoup de goût. Par exemple, tout ce qui est le tunnel, les ténèbres, auxquelles sont confrontés les personnages. À la fin, quand finalement le tueur, qui n'est pas vraiment le tueur, quand il y a le train qui arrive qui les sépare, le tueur se réenfonce dans le tunnel, et on le voit s'éloigner dans les ténèbres, partir, et il y a ce contre-champ sur les deux personnages qui le regardent partir, ils sont encore à la lisière de la lumière encore. Ça pourrait être vraiment grossier, mais c'est amené vraiment avec beaucoup de goût. Tout comme à la fin, quand le personnage retombe sur les lieux du crime, le premier crime qu'il a découvert, se penche dans le tunnel, et pareil, il y a cette caméra qui s'avance dans les ténèbres. Et ça fonctionne, tout simplement. Je sais pas, c'est la dimension magique du cinéma et la dimension du goût. C'est très difficile à définir. Mais en fait, tout le cinéma de Bong Joon-ho, c'est un cinéma d'équilibre, j'ai l'impression. Parce qu'on le voit dans ce film. Il joue bien sûr avec les codes du polar, avec tout ce qui est cliché, il les désamorce continuellement. Mais surtout, il arrive à faire un film qui est à la fois ultra dramatique, très très tendu, à la limite de l'horrifique, à certains moments, vraiment, mais tout en restant extrêmement drôle. Et c'est fou, parce que c'est ce côté cumul des tons, ce côté hybridation, c'est quelque chose qui, générationnellement, j'ai l'impression, va de soi aujourd'hui. On voit beaucoup de créateurs, notamment sur Internet, qui se revendiquent de ce cumul des tons, qui font des choses à la fois qui sont sérieuses, drôles,
mais c'est très difficile à manier. Et la plupart du temps, quand je me retrouve personnellement face à ce... Je sais pas ce que ça fait par rapport à vous, mais quand je me retrouve face à ce genre d'œuvre, j'ai l'impression que les tons fonctionnent pas forcément les uns avec les autres. Ou par exemple, il y a une scène dramatique qui va systématiquement être désamorcée par une blague, et vice-versa. Une scène humoristique qui va systématiquement être désamorcée par un truc... Non. Et c'est compliqué vraiment à gérer. Et là, il arrive vraiment... j'ai l'impression que... J'ai pas vu son premier, donc Barking Dog, mais j'ai l'impression qu'avec celui-là, au moins, il a posé une manière de jouer avec ces différentes tonalités qui fonctionne du feu de Dieu. Et on l'a retrouvé en fait dans tous ses films suivants, genre The Host, avec le même acteur principal, qui reprend en fait ce genre de personnage d'homme-enfant qui est drôle. Enfin, on l'imagine être un ex... bully, de bac à sable, vraiment le mec à l'école qui martyrise un petit peu ses... J'ai l'impression que c'est le mec qui n'a pas grandi du tout, quoi, juste qui n'a pas évolué. Et il reprend ce personnage dans The Host. Après, je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu Okja, qui est sorti il y a quelques jours, là, ou pas? Est-ce que vous pourriez lever la main, ceux qui l'ont vu? Et vous êtes vraiment une salle de cinéphile, merci. C'est incroyable. Et voilà, on retrouve encore ce genre de personnage. Il retrouve ce sens du grotesque, que ce soit dans Transpersonnage avec d'autres, notamment sur le personnage de Tilda Swinton, que ce soit dans Transpersonnage ou Okja. Avec Jake Gyllenhaal dans Okja, vous verrez, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu, il fait un numéro dedans. C'est compliqué parce que même, pas juste en termes de réalisation, mais en termes de jeu, être toujours à la limite du surjeu, c'est compliqué, parce qu'à partir de quel moment on a la sensation que c'est trop, que ça va juste être ridicule, pas la lisière du grotesque, mais tomber dans le grotesque le plus total. Et ça, je sais pas comment ils bossent sur ces films, mais peut-être qu'ils font une confiance sans borne au réalisateur. Je pense qu'ils vont se remettre complètement à ce que voudra le réalisateur et espérer qu'il va accoucher d'une bonne œuvre. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que Memories of Murder, quand tu l'as vu récemment, toi? Oui, moi j'ai vu il y a 3 jours, pour la première fois. Quelle impression ça t'a fait au premier, à la découverte, vu que c'est le premier Bong Joon-ho que tu as vu, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, aussi, oui. Quelle impression ça t'a fait justement sur cette tonalité? Après, moi j'avais, enfin, sans comparer ni rien, j'avais déjà vu justement un des premiers films coréens cette année. Et genre justement, je trouvais que ça s'appelait Tunnel, je sais pas s'il y en a qui ont vu Tunnel ici. Quelle salle de cinéphile. Ah là là, je sais ça. Et dans Tunnel, en fait, ça joue un peu sur le même code de ce que tu disais, où genre avec toujours les petites touches d'humour, sans qu'au final, ça, comme tu disais, voilà, ça désamorce des instants dramatiques. Ouais, bah, effectivement, ouais, j'ai reçu vachement ce ressenti. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi on m'interroge, en fait, moi, je suis Parce que tu es sur cette scène. effectivement. Oui. Mais non, bah, moi après, oui, c'était forcément une grande claque. J'ai clairement apprécié ce film, surtout la gradation en fait des personnages au tout début où on se dit ça va être une enquête un peu menée par des mecs bateaux, on sait pas trop. Alors forcément après il y a le flic de Séoul, et comme t'as vu plein de films où c'est souvent ça, le mec qui revient de la vie, donc c'est lui qui va résoudre l'enquête, le super-héros, etc. Et en fait non, c'est jamais vraiment ça. En fait il y a une grande gradation des personnages et surtout de l'intensité du film qui au début se révèle un peu comique, des bras cassés, et au final tu te rends compte que non, mais tout est... Je sais pas comment te l'expliquer, mais genre, oui, effectivement, Tu as raison. Ça passe crème, tout simplement, j'ai pas d'autre expression. Mais après, moi, c'est pas vraiment mon avis qui est le plus intéressant, je pense que c'est le vôtre. Je sais pas si ici, dans la salle, il y en a qui ont des questions, N'hésitez pas, ouais. des trucs, voilà, par exemple. J'ai un micro ici. Ah bon, parfait. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu la hype autour du film, avec tous les classements dont tu as parlé, Super Ciné Battle, etc. Là, à chaud, j'ai vu un film policier qui se passe sous la pluie, avec une surprise à la fin, enfin un moment très poignant à la fin. Forcément, j'ai pensé à Seven, et je dois avouer que bon, pour moi, ça n'atteint pas la qualité de Seven. Mais même si je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur le film, je sais, j'ai un peu du mal à m'exprimer là, mais il manque quelque chose. Je trouve que la dualité comédie-drama est intéressante, mais ça aussi, pour moi, ça baisse un peu l'intensité du film, parce que Seven n'est pas du tout... il n'y a pas aucune... Enfin, dans mon souvenir, il n'y avait pas vraiment de comique dedans. Et c'était très... Enfin, moi, j'étais retourné du début à la fin, à l'époque, en 95. Et là, ça m'a pas fait ça, à ce point-là, en tout cas. Sécurité, Ça m'empêchera pas de regarder Okja ce week-end.
Mais voilà, j'ai mué devant vous. Quitte à parler de Fincher, j'aurais plutôt rapproché ça de Zodiac, personnellement, vu que ça part en fait du même postulat, vu que Zodiac de Fincher parle aussi de vrais crimes de serial killers qui ont été commis aux États-Unis, et pareil, dont ils n'ont pas trouvé en fait le commanditaire, le tueur, tout simplement. Et voilà, c'est des films en fait qui déconstruisent en fait le genre dans la mesure où ils n'apportent aucune résolution. Et en même temps, ça c'est une tradition, j'en parlais dans la dernière chronique, c'est une tradition de film qu'on appelle les polars hard-boiled. C'est ceux où en fait où l'ambiance et l'ambiance de cynisme et la chape en fait de désespoir de la société va tellement peser sur les personnages qu'elle est plus importante que l'intrigue elle-même. Et ces personnages n'arrivent pas à s'en dépatouiller en fait. Et que ça soit Zodiac ou Memories Murder, c'est comme si c'était le même film vu par deux visions d'auteur différentes. Après, Fincher, c'est sûr que sur Seven, il est beaucoup plus monochromatique, on va dire. Là, il y a juste une tonalité, il s'y tient du début à la fin, noir c'est noir, point quoi. Mais je sais pas, après, bien sûr, c'est extrêmement subjectif dans la manière de le ressentir, mais sur Memories of Murder, c'est pas juste un... Bien sûr, il s'inspire de toute une tradition de la comédie sud-coréenne aussi, qui était qui est toujours très populaire donc, en Corée du Sud, qui est une comédie très outrée, très outrancière, vraiment, pourquoi je reformule ce que je viens de dire, en fait, qui est beau et très outrancière, je cherchais une autre manière de le dire. Et on le voit, il y a une manière de surjouer, et peut-être qu'il y a aussi peut-être une barrière culturelle à ce niveau-là, où on le voit aussi sur certains films japonais, où il y a une manière peut-être parfois de surjouer, parce qu'il y a une tradition culturelle, par exemple du théâtre kabuki, du théâtre no et tout ça, qui est une manière de jouer qui nous évoque pas la même chose, par exemple en Europe. Il y a cette dimension-là, mais je sais pas, dans Memories of Murder, je vois plus, par exemple, comme des saillies comiques, mais un humour triste, en fait, un humour désabusé. Quand je vois ces personnages, c'est plus un sourire triste à poser sur cette société où c'est des mecs qui sont complètement en perdition. En fait, c'est plus un humour grinçant qu'autre chose.